mais on va en quelque sorte un peu, on va, oups, attendez, on va un peu, en quelque sorte, je veux dire, faire un survol. En temps normal, écoutez, c'est des choses qu'on fait, que je fais en 2-3 heures avec les gens. Donc maintenant, ce que je fais avec vous ce midi, c'est vraiment peut-être de vous permettre de mieux comprendre, de mieux connaître en fait les droits fondamentaux, le recours à la commission et évidemment le rôle de la Commission des droits et libertés au regard de la Charte des droits et libertés. Fait que ce que je vais faire, j'ai une petite présentation PowerPoint, là, c'est juste vraiment par thème, mais juste pour vous rappeler, à la fin de la rencontre, je pourrais vous envoyer le PowerPoint, mais ce qui va être encore plus intéressant que mon PowerPoint, c'est des références que je vais vous envoyer en lien sur notre site web et sur, évidemment, des ressources qui sont disponibles. Et dans le déroulement aussi, je vous invite, vous êtes plusieurs, mais je ne vois pas tout le temps, vu que vous êtes une grande liste, là, même si vous levez vos mains, ça se peut avec la présentation que je ne puisse pas tout voir. Donc, si jamais vous le souhaitez, dans l'onglet discussion, vous pouvez poser une question. Je l'ai devant moi. Juste me dire, j'ai une question, puis on va pouvoir y venir. Vous pouvez m'interrompre à tout moment. Euh, je pense si des choses ne sont pas claires. Puis évidemment, moi, quand je parle tout seul devant un écran, c'est toujours le fun de pouvoir interagir avec des gens aussi. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran et je pars du début. Voilà. Donc, droits fondamentaux et recours à la CDPDJ. Première des choses, juste vous rappeler, là, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ben, c'est quoi son mandat? D'un, c'est d'assurer la promotion et le respect des droits énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne. Elle a aussi un mandat, et ça, je ne veux pas m'embarquer là-dessus ce midi, mais c'est important de le savoir parce que je pense, et là, corrigez-moi, mais que certaines, il y a des comités d'usagers, en fait, dans les centres jeunesse, et de ne pas oublier que la Commission a aussi un mandat en lien avec la loi sur la protection de la jeunesse et la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et les adolescentes. Notamment, elle peut recevoir des demandes d'intervention lorsqu'on appelle une lésion de droit, c'est-à-dire qu'on estime que les droits d'un usager qui est sous la LPJ ou la LSJPA ne sont pas respectés. La commission a un peu un rôle, à quelque sorte, de chien de garde, pourrait intervenir. Je fais de la parenthèse, mais c'est important que vous le sachiez puisque vous êtes des comités d'usagers. Elle voit aussi la commission la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes, mais évidemment, ce n'est pas ce qu'on va discuter ce midi. Parmi nos services, là, bon, on va s'intéresser beaucoup, on va faire de la formation, des activités d'éducation. Évidemment, un bout qui va peut-être vous intéresser, et j'y ferai, quand on parle du recours, là, on va y venir, c'est-à-dire la question de la plainte, des enquêtes. Évidemment, dans le cadre d'une enquête ou d'une plainte, on pourrait toujours faire de la médiation ou de la représentation judiciaire. De façon plus large ici, dans les dossiers peut-être plus d'ordre systémique, ben, ça peut arriver qu'on ait à faire des recommandations au gouvernement du Québec ou s'il y a des modifications législatives, c'est sûr qu'on a aussi le travail de commenter ces modifications-là au regard des droits prévus dans la Charte des droits et libertés. Petite chose aussi parmi les services, parce que on parle de services conseils en matière d'accommodement raisonnable. Certains d'entre vous vont peut-être me dire, ben là, c'est quoi le lien? J'ai eu déjà, et ça m'est arrivé à quelques reprises, des demandes de comités d'usagers pour des questions d'accommodement en milieu hospitalier, entre autres. Donc, peut-être de vous souvenir qu'éventuellement, dans certaines situations, bon, vous allez, oui, passer par le commissaire, des commissaires locaux aux plaintes. Vous allez peut-être faire des demandes à l'institution, mais parfois, il arrive dans certaines situations où l'institution a besoin d'être accompagnée pour gérer une demande d'accommodement. Et quand je parle de gérant d'une demande d'accommodement raisonnable, c'est souvent en lien avec le handicap qu'on voit dans les milieux hospitaliers, c'est-à-dire une personne, des fois, ça peut être aménager soit une pratique, ça peut être aussi bête des fois que de changer quelqu'un de chambre pour donner un meilleur espace pour qu'elle puisse utiliser, par exemple, le moyen pour pallier son handicap. Donc, ce sont des mesures qui sont pour lesquelles nous, on peut apporter assistance, notamment au milieu hospitalier, où c'est des demandes que moi, j'ai déjà reçues. Ça, sans plus tarder. Bon, et je vais
Charte des droits et libertés de la personne, pour ceux qui ne le savent pas, ben, ça fait déjà plus de 40 ans qu'elle existe, elle a été adoptée en 75 et est en vigueur depuis 76. Et là, je mets vraiment l'emphase sur le fait que c'est une loi fondamentale et qu'elle a un statut quasi constitutionnel. Je vois déjà une question. Durant la pandémie, plus ou moins de nombreux. Pour toute la question de tout ce qui. Je peux dire attention, mais je veux dire, tout ce qui peut paraître abus de droit pendant la COVID. Je vous invite, là, je pourrais faire une parenthèse en lien justement avec les droits fondamentaux et avec le recours. Les gens y reviennent souvent, donc ça me fera plaisir d'en parler. Donc, je reviens, là, je vois votre question ici sur la question de l'isolement en CHSLD. D'ailleurs, je vous invite, là, je vous enverrai la référence tantôt, mais on a produit des capsules à la commission et on a une partie des réponses, en fait, sur notre site web en lien justement avec la question de l'isolement, là, que ce soit en RPA ou en CHSLD, durant l'épisode, évidemment, COVID, là, qui n'est toujours pas fini. Là. Et Germain, tu nous avais parlé à ce sujet-là aussi l'an passé, fait que la vidéo est toujours disponible sur le site web, là, notamment. Puis, tu nous as dit, je vais juste le répéter, là, le PowerPoint va être disponible ensuite. Hein? Oui, tout à fait, je pourrais le donner. Le PowerPoint est quand même assez... est très en surface, mais je vais vous envoyer les bonnes ressources aussi qui vont avec pour, évidemment, que vous puissiez avoir les informations en détail. Vous vous rappelez aussi que la Charte garantit les droits individuels pour toutes les personnes au Québec. Une des choses qui est importante, je pense, de retenir, si on dit que moi je vous dis, les différents droits des usagers se rattachent aux droits fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés du Québec. Et moi, ma question serait plutôt, de un, vous connaissez, et là, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que c'est les 12 droits des usagers qui existent et dont vous avez à quelque part la responsabilité de défendre. Et moi, je veux dire, ces droits-là, chacun des droits des usagers, est-ce que vous êtes capable de faire le lien avec les droits fondamentaux contenus dans la Charte? Et là, ma question serait, est-ce que vous êtes capable de me nommer des droits fondamentaux qui sont garantis par la Charte des droits et libertés? Je vous invite à tout hasard, juste à me dire vite comme ça, dans l'onglet discussion, vous pouvez juste m'envoyer des mots, des droits que vous pensez que vous estimez qui sont des droits fondamentaux et qui seraient protégés par la Charte des droits et libertés. Donc, vous êtes plusieurs, là, je suis sûr que je vais avoir quelques réponses. Le droit à la vie. Droit à la vie, oui. À l'intégrité de la personne. L'intégrité de la personne, bon, c'est bon. Voulez-vous que je vous les nomme? Vous les avez devant vous. Respect de la dignité, écoutez, vous avez l'air, vous êtes déjà vous êtes quand même assez bon. Le droit à la sauvegarde de sa dignité. Bon, c'est bon ça, exactement. D'ailleurs, il est au centre d'à peu près tous les droits que vous défendez. Hein, ce qu'on cherche à travers, on peut les mettre plus spécifiquement, mais la question de la dignité revient toujours au cœur des droits qu'on va défendre. Et c'est d'ailleurs un droit fondamental qui est protégé par la Charte des droits et libertés. Il y en a quelques-uns. La liberté d'association, vous dites notamment participer aux décisions, ça fait partie, oui, des droits fondamentaux. Et sans plus tarder... Droit de s'exprimer. Oui, c'est ça. C'est le droit à la liberté d'expression. Vous parlez de la sécurité. Évidemment, tout ce qui touche... évidemment, quand vous parlez de l'hygiène, ce n'est pas en soi un droit fondamental, mais on pourrait le relier justement dans un cadre hospitalier à la question de la dignité. Et là, je vais vous amener... c'est ça. Le droit au respect de sa vie privée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et lorsqu'on est hébergé ou lorsqu'on est en centre, évidemment, ça fait partie des droits, évidemment, qui doivent être respectés. Moi, je vous les remets en... Je vous les replace et je prends le temps de vous dire les droits fondamentaux, mais évidemment, vous les savez, vous les avez dit, le droit à la sûreté. Évidemment, quand on est en milieu, on est hébergé, peu importe le soin qu'on reçoit, on a le droit d'être en sécurité, le droit à l'intégrité, le droit à la liberté de sa personne. Et quand on parle de droit à la liberté de sa personne, l'autodétermination, c'est évidemment le droit de choisir. Hein? On ne peut pas vous imposer des soins nécessairement. Vous devez, évidemment, et vous avez le droit de choisir. Et parfois,
évidemment, de refuser ou d'adapter, évidemment, certains soins que vous allez recevoir. On parle du droit aux sauvegardes de sa dignité. C'est des choses que, évidemment, vous l'avez nommé et il est au cœur, hein, souvent. Puis là, je ne veux pas revenir, puis on pourrait, mais toute la question d'épisode CHSLD, on s'entend, ces droits fondamentaux-là, je ne me tromperai pas en disant qu'ils ont été atteints de plein front. On parle évidemment du droit au respect de sa vie privée, le droit à la jouissance, à la libre disposition de ses biens. On dit aussi que la demeure est inviolable. Donc, je fais toujours attention, mais évidemment, là, Éric, tu me corrigeras, mais il y a certains comités d'usagers, évidemment, pour lesquels les gens reçoivent des soins, que ce soit, ils peuvent recevoir des soins chez eux. Bien, évidemment, on ne peut pas rentrer chez vous n'importe comment. Hein? On doit évidemment, minimalement, vous devez accepter que la personne rentre et vous donne ces soins-là. On parle aussi au droit du respect du secret professionnel. Bien évidemment, sachez évidemment que votre dossier médical, il est protégé par le secret professionnel. Ça touche, et oui, la vie privée et votre secret professionnel, parce qu'évidemment, des professionnels qui sont liés par des autres professionnels ont pu poser des diagnostics et c'est quelque chose qui est protégé par la Charte des droits et libertés. J'aurais tendance à vous poser, évidemment, quelques questions, mais peut-être qu'à travers certains échanges après, ça pourra y revenir. Mais est-ce que vous avez certains, moi je vous pose quelques exemples, vous pensez, là, je vais un peu ad lib, là, je veux pas, parce que je sais qu'on est beaucoup, mais quelque chose qui vous vient rapidement en tête lorsqu'on parle d'une atteinte à un droit fondamental, quelque chose de concret là, que vous avez pu voir, vous, dans un comité d'usagers, et moi qui va me permettre de faire certains liens. Le droit de refuser le vaccin COVID, on ne peut pas obliger un client de le prendre. Elle est libre si elle veut la prendre ou non. On doit respecter. Même elle est hébergée chez moi, mais je dois respecter son refus. Ça, c'est fondamental, liberté. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, la question de la vaccination est directement liée justement à la liberté de sa personne et c'est d'ailleurs pour ça que ça fait plusieurs débats. C'est sûr qu'en termes d'urgence sanitaire, il y a des fois certaines nuances, mais à la base, évidemment, il y a plusieurs nuances qu'on doit apporter, mais à la base, oui, on peut refuser de recevoir un soin et, oui, de recevoir, dans certains cas, un vaccin. Évidemment, ce n'est pas quelque chose dont on fait nécessairement la promotion, là, ne prenez pas mal, mais c'est un droit qui est garanti par la Charte. Et là, je lis ici, on dit le droit à la sécurité, donc d'être protégé des gens qui pourraient nous rendre malades. Et là, ce que vous soulevez, ce qui est très intéressant, c'est évidemment toute la question, je vais aller tout de suite, je vous pose une question, c'est-à-dire, est-ce qu'il existe une hiérarchie entre les droits fondamentaux? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le droit justement de refuser, et là, je ne veux pas partir un débat ce midi, on n'aura pas le temps et vous l'avez amplement entendu, mais je vais juste vous démontrer à quel point il n'y a pas de, justement, je pose la question, existe-t-il une hiérarchie entre les droits fondamentaux? Non. La Charte, il faut l'avoir comme un tout et ça doit se mesurer, évidemment, selon le contexte et selon certaines situations. Et là, dans le cas de la vaccination, vous aurez compris, évidemment, qu'il y a un autre enjeu qui est le droit de sécurité des autres. Et là, à partir de ce moment-là, c'est évidemment de s'assurer comment on fait pour balancer les droits des uns et des autres. Ça pourrait être, je refuse un soin, mais en quelque part, il faut juste que je puisse m'assurer de ne pas compromettre la sécurité d'autres personnes. Donc, évidemment, c'est la façon dont on va analyser la Charte et c'est vraiment du cas par cas. Et je ne vais pas arriver avec un message, évidemment, avec une réponse toute faite ce midi par rapport à ça, parce que c'est vraiment du cas par cas. Et on le voit actuellement énormément et c'est au cœur toujours de l'actualité, évidemment, de la question de la vaccination et encore de la pandémie. Ça fait ressortir justement la question de la balance des droits. Mais on peut le prendre aussi autrement, là, c'est-à-dire plus simplement, si, évidemment, on pourrait prendre d'autres exemples là, que la COVID, mais est-ce que, par exemple, mon droit à la sécurité pourrait être compromis
si une personne justement malade, et là, pensons pas juste à la COVID, hein, il peut exister d'autres choses aussi, évidemment, pourrait se présenter et évidemment, nuire et à quelque sorte compromettre mon droit à la sécurité et mon droit à la vie parce qu'elle est malade. Donc, il faut le regarder d'un côté comme de l'autre. Un des droits, évidemment, sur lequel je veux vous ramener par rapport à la question, on parlait tantôt, comment défendre ses droits. Moi, je vous amène vraiment sous l'angle de la Charte des droits et libertés et évidemment, un des droits, et là, vous connaissez, mais c'est évidemment toute la question du droit à l'égalité, c'est-à-dire le droit de ne pas être discriminé, et là, plus particulièrement, dans le cadre qui vous concerne, c'est de ne pas être discriminé dans les services qu'on reçoit, plus particulièrement, que ce soit pour l'un ou l'autre des motifs de discrimination qui sont nommés, que vous voyez sur le PowerPoint. Et là, j'attire votre attention. Je fais attention, tous les motifs sont, évidemment, sont tous des raisons pour lesquelles on n'a pas le droit de faire de discrimination, mais j'attire votre attention sur la question du handicap ou du moyen pour pallier le handicap. Pourquoi? Je vous dirais que c'est une grosse... c'est le motif pour lequel, en tout cas, du moins dans la question du milieu hospitalier, pour lequel on reçoit beaucoup de demandes ou de plaintes. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu, là, on va dire, là, c'est un peu étrange. Comment ça se fait qu'en milieu hospitalier, j'ai pu me faire discriminer sur la base de mon handicap, déjà qu'en partant, lorsqu'on arrive dans un milieu hospitalier, on présume des fois qu'on peut avoir, évidemment, certaines conditions qui, évidemment, vont nous créer une limitation temporaire ou permanente. Et là, je reviens évidemment à la question, ça peut être aussi bête que la question d'adapter, que ce soit l'accessibilité pour les soins ou des fois d'adapter des soins à certaines conditions. Et là, je vous donne certains exemples et vous pourrez en ajouter et après ça, garder ça en tête et on pourra en discuter. Mais juste la question, par exemple, je ne sais pas, au niveau de l'hébergement, une personne qui commencerait à avoir des pertes cognitives et qui pourrait avoir, dû à ces pertes cognitives, un comportement violent, mais qu'on décide d'isoler, par exemple, cette personne-là ou de lui faire de la contention parce qu'on ne peut pas assurer une surveillance adéquate. Et là, on dit, là, on fait ça pour assurer la sécurité des autres, évidemment, d'autres personnes hébergées autour. Là, la question qu'on pourrait dire, là, est-ce que la personne, elle est discriminée sur la base de son handicap? Et la question se pose. Et dans certains cas, oui, c'est-à-dire qu'on aurait dû, évidemment, ne pas brimer les droits de cette personne-là parce que dans certains cas, on s'entend, s'il y avait eu peut-être une meilleure soit peut-être surveillance, entre parenthèses, ou des fois, c'est juste une question, on n'avait pas de temps pour donner la médication adéquate, puis quand la personne reçoit la médication, elle est tout à fait disposée et peut être hébergée là où elle est supposée être. Mais alors, des fois, on va peut-être prendre certains raccourcis, faute de moyens, et ça peut créer une situation discriminatoire. Et juste vous rappeler, j'imagine que vous avez des exemples, vous en avez des tas, là, beaucoup plus que moi, comme comité d'usagers, mais ce sont des atteintes directes aux droits fondamentaux, notamment aux droits à l'égalité. Et là, je vous donnais cet exemple-là qui est un parmi tant d'autres, mais on pourrait évidemment prendre d'autres exemples de ce genre. Est-ce que ça va tout le temps pour tout le monde? Moi, je présume que oui, dès que je ne vous entends pas. Là. Oui, il n'y a pas de l'air d'avoir de main levée ou de questions pour le moment. Super, puis on pourra après ça faire le lien. J'essaie de me garder un temps là, vraiment pour les échanges, pour les questions, ce qui sera beaucoup plus intéressant. Je vous ai parlé, évidemment, là, on parlait du recours à la commission et des plaintes qu'on peut recevoir à la commission. Là où je veux vous amener, évidemment, c'est sur deux volets. Dans le premier volet, c'était la question des droits fondamentaux. On en a parlé, on les a abordés. La commission n'a pas de compétences, ne peut pas recevoir de plaintes sur la base des droits fondamentaux. Donc, évidemment, si vous estimez que votre droit à la dignité a été brimé, que vous voulez faire une plainte à la commission,
Évidemment, c'est la Charte des droits et libertés. La Commission a pour mandat de voir à la promotion des droits et libertés contenus dans la Charte, mais ne pourrait pas, à ce moment-là, recevoir votre plainte parce que la façon dont la Charte elle est rédigée, c'est qu'on lui donne des pouvoirs d'enquête et le droit de recevoir des plaintes pour 2 types de situations, si je peux dire, c'est-à-dire tout ce qui touche la discrimination et tout ce qui va toucher l'exploitation d'une personne âgée ou d'une personne handicapée. Et c'est là que c'est pour ça que je vous ai présenté, premièrement, le droit à l'égalité, c'est-à-dire que si, évidemment, une personne estime avoir été discriminée dans le cadre des services, bien, vous, comme comité d'usagers, vous auriez la possibilité, ben oui, de vous adresser au commissaire aux plaintes. Vous pourriez, en fait, vous connaissez tous le cheminement. Et là, je vous ramène, et là, j'envoie pas une petite pointe, mais je vais juste vous dire sur votre site web, vous avez tout le mécanisme, mais ne pas oublier que si ça touche la discrimination ou l'exploitation, qui existe également, il existe un recours à la Commission des droits. Donc, c'est un peu ça ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, évidemment, s'il y a une atteinte au droit à l'égalité qui touche évidemment à la discrimination, vous auriez un recours à la Commission. Et il y aurait également un recours possible lorsque ça touche la question ce qu'on appelle de l'exploitation d'une personne âgée ou handicapée. Pour ceux qui sont peut-être familiers, bien, vous savez, depuis 2017, on a adopté une loi visant à lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées et toute autre personne en situation, toute personne majeure en situation de vulnérabilité, dans lequel on a mis une définition de ce qu'était la maltraitance. Et là, je fais un peu du pouce, mais parce que souvent, on a reçu des questions à savoir, ben, est-ce que la question de la maltraitance, est-ce que la commission pourrait traiter des dossiers de maltraitance organisationnelle? C'est des questions qui nous ont été adressées à plusieurs reprises et d'ailleurs pour lesquelles les commissaires locaux aux plaintes m'ont interpellé. Et moi, toujours là à dire, ben, écoutez, ce qu'on cherche ultimement, c'est de s'assurer que les droits des usagers soient respectés ultimement. Est-ce que le recours à la commission serait possible pour un cas de maltraitance? Juste vous rappeler que la commission peut agir sous ce qui s'appelle, il faudrait le prendre soit sous l'angle de la discrimination sur la base de l'âge ou du handicap ou sous la base de l'exploitation, c'est-à-dire qu'on a voulu volontairement, évidemment, là, je vais vous expliquer en détail ce qu'est l'exploitation au sens de la charte, mais qu'on aurait voulu évidemment exploiter des usagers. Autrement, évidemment, on s'entend lorsque ça touche la question de la maltraitance organisationnelle, bien, quand on parle en termes de défense de droits, la première des choses, c'est évidemment de dénoncer en quelque sorte des aberrations, c'est-à-dire les choses qui nous apparaissent comme des atteintes aux droits justement des usagers dans le cheminement. Est-ce que la commission éventuellement pourrait être impliquée? Peut-être, mais nous, on va agir vraiment sur le volet de la question de l'exploitation ou de la discrimination. Pour, évidemment, ceux et celles, vous connaissez bien vos droits fondamentaux. Il existe une disposition dans la charte, vous avez peut-être déjà entendu parler, là, on va dire, l'article 48 de la charte, mais juste vous rappeler que dans la charte, il y a une disposition qui dit que toute personne âgée ou toute personne handicapée a le droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation. Ça, c'est le volet, le premier alinéa, sur lequel nous, on a le droit de faire enquête. Donc, évidemment, c'est des choses qu'on peut voir. Des fois, on en voit des situations que ce soit en RPA, en hébergement. Et là, je fais attention, mais je peux vous donner un peu ce que c'est l'exploitation au sens de la charte, puis après, je peux vous donner peut-être des exemples, des choses peut-être des situations peut-être auxquelles vous pourriez faire certains liens avec, évidemment, les énoncés. Et là, je vous amène tantôt, parce que là, on parlait, des situations de maltraitance, on en voit plein, vous allez me dire, on en a vu plein justement sur la question des CHSLD. C'est là que je vous amène, évidemment, c'est qu'il existe quand même une distinction entre ce qui est la maltraitance et l'exploitation au sens de la charte. Donc, la notion de maltraitance, là, au sens de la loi telle que je vous ai présentée, elle est beaucoup plus large, mais va inclure notamment
peut inclure l'exploitation. Mais là, c'est de comprendre aussi que toutes les situations de maltraitance ou même des fois de négligence ne sont pas nécessairement de l'exploitation. Donc là, ça, c'est le bout qui, je pense, est important de retenir. Mais dans tous les cas, indirectement, ce qu'on peut dire, c'est que les personnes âgées et handicapées sont protégées dans les deux situations. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va? Je parle, mais évidemment, je n'ai pas été interrompu. Donc, juste être sûr si vous avez des commentaires, des questions avant qu'on continue. Moi, le silence, c'est... Bon, ce n'est pas le silence. Mon nom est François Caillé, Comité des usagers. Oui. Je regarde au niveau de l'exploitation maltraitance. Oui. Le phénomène que je trouve le pire dans toute la charte, c'est au niveau de la fameuse religion. Quand on parle de la religion, là, quand on regarde tout ce qui est arrivé dans les choses de religion, même celles reconnues, puis celles pas reconnues, celles proches des sectes ou quoi que ce soit, je me demande, est-ce que la Charte des droits et libertés peut se mêler de ces choses-là également? On voit des choses là-dedans. Il y a plusieurs volets à votre question. Moi, ce que je vais faire, je vais peut-être garder votre question, puis peut-être on pourra en parler pour la fin. Juste vous dire, en fait, que la liberté de religion est un droit fondamental. Évidemment que faut faire attention là, quand on parle la notion de religion, elle est liée à une question de croyance sincère. Évidemment, ce que ça veut dire comme limite, quelqu'un qui, je vous dis ça rapidement, mais quelqu'un qui s'invente en quelque part une religion ou une croyance et qu'elle n'est pas nécessairement sincère et qu'on le fait pour, à quelque part, essayer volontairement de s'exclure d'une obligation en tant que telle, est-ce que la Charte vous protégeait? Peut-être pas nécessairement, parce que c'est un peu comme ça qu'on définit la religion. C'est une question de croyance sincère. Mais il faut faire attention parce que souvent, dans la question religieuse, évidemment, il y a toujours des fois un choc des valeurs. Et ça, il faut faire attention. Il faut l'exclure, en fait, de la question qui touche justement la question de la croyance sincère. Et évidemment, qui touche aussi des fois la question de, si on parle en termes d'accommodement, et là, je vais glisser si je m'en vais là, mais c'est juste de s'assurer, évidemment, que et qu'il existe en fait, selon d'un cas à l'autre, évidemment, des façons de regarder ces situations-là. C'est-à-dire de dire, est-ce que tout devrait être accepté? Non, mais on doit ultimement essayer de respecter la liberté de religion et qu'il existe quand même certaines limites aussi à ce qu'on peut faire et ce qu'on peut donner. Mais là, je fais attention parce que là, évidemment, votre question a plusieurs volets, mais on pourra en reparler ou je pourrais éventuellement aussi vous transférer des liens à la fin de la présentation. Tantôt, j'ai vu, on parlait d'exemples d'exploitation monétaire. Je vous dirais, l'exploitation, je vais vous donner quand même comment on la définit au sens de la Charte. Et là, vous allez pouvoir évidemment faire tout de suite des liens. Ce que nous dit la Charte, quand on parle d'exploitation d'une personne qu'elle soit âgée ou handicapée, c'est vraiment la notion de mise à profit d'une position de force au détriment d'intérêts plus vulnérables. Et ce que je vous traduis là, c'est tout simplement de vous dire en fait, l'exploitation, c'est profiter de la vulnérabilité d'une personne pour s'approprier quelque chose. Et en vous disant ça tel quel, bien évidemment, ça laisse sous-entendre et ça revient régulièrement, c'est que l'exploitation, celle qui est le plus dénoncée et que, en parenthèse, ce qu'on voit le plus, c'est justement l'exploitation de nature financière, l'exploitation matérielle. Ça ne veut pas exclure qu'il n'existe pas d'exploitation psychologique qui est probablement beaucoup plus même répandue que l'exploitation financière, mais qui nous, en termes de recours à la commission, est peut-être un petit peu plus difficile à démontrer. Donc, c'est là que ça devient des fois peut-être un petit peu plus compliqué
de démontrer la notion d'exploitation psychologique. Mais la question de... Je vois une main levée. Oui, je pense que c'est Mme Tremblay. Oui. Oui. Quand on parlait d'exploitation institutionnelle, là, quand on repense au fait de payer pour un service et que les services ne sont pas rendus, automatiquement, on exploite les gens. Je fais deux nuances. Je vous dis deux choses. Et là, je vais faire attention parce que théoriquement, là, je vais vous donner un exemple. Et c'est là que la nuance est importante. C'est la question de la vulnérabilité de la personne à qui ça arrive. Je vais vous donner un exemple. La personne raisonnable qui n'est, entre parenthèses, pas vulnérable, et là, les gens me demandent, bien là, c'est quoi la vulnérabilité? Je vais y venir tout de suite peut-être parce que ça va peut-être être important pour pour vous donner en fait une explication plus complète. On va dire, ben, c'est quoi une personne vulnérable? Ben, nous, en gros, ce qu'on va dire, c'est que même si une personne est apte à défendre ses droits et à protéger ses intérêts, ça, c'est correct. Une personne vulnérable au sens de la charte, c'est une personne qui n'est peut-être pas en mesure de le faire. C'est-à-dire qu'elle a certaines limitations, une maladie, un contexte qui fait en sorte qu'elle n'est pas en mesure de défendre ou de faire valoir nos droits. Évidemment, si vous avez d'importantes pertes cognitives, si vous êtes alité, vous êtes sous sédation, vous recevez une médication qui vous empêche évidemment d'agir normalement, ben oui, à ce moment-là, vous êtes dans une situation de vulnérabilité et il y a toute une question de contexte. Donc là, c'est une chose. Donc, c'est-à-dire du moment où vous êtes une personne vulnérable, et là, je reprends votre exemple, et là, évidemment, on fait payer pour des services que vous ne recevez pas. Théoriquement, est-ce que ça pourrait constituer une forme d'exploitation? Ben, j'aurais tendance à vous dire que oui. Mais là, ça dépend toujours du contexte. Évidemment, si vous êtes en milieu institutionnel, la question de mise à profit, c'est de dire, ben, est-ce que l'institution veut vraiment faire de l'argent, qui est une institution publique, veut vraiment faire de l'argent sur votre dos? Peut-être pas nécessairement. Des fois, je dirais, là, je ne veux pas prendre parti part d'un côté comme de l'autre, mais on aurait tendance plutôt à se dire, ben, écoutez, il y a peut-être une question aussi de gestion, d'administration qui est peut-être un peu mal fait. Et là, on pourrait vous dire, ben, écoutez, la ressource n'est pas disponible. La seule chose qu'il y a, c'est dans un cadre pareil, bien évidemment, si vous avez payé pour des services que vous n'avez pas rendus, bien, dans le cheminement, ça serait peut-être évidemment le commissaire qui pourrait évidemment vous aider à avoir une réparation par rapport au préjudice que vous avez subi et évidemment vous faire rembourser un service pour lequel vous n'avez pas payé. Mais là, je vais vous amener peut-être un autre exemple. Si vous êtes à la maison, vous payez pour des services privés, et je ne sais pas, moi, c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui fait peut-être l'administration ou qui vous aide dans la gestion de vos biens. Cette personne-là a pris un contrat avec une entreprise de services qui est supposée d'aller vous donner des services à chaque semaine et que l'entreprise délibérément sait que la personne qui reçoit les services n'est pas en mesure de se défendre, ne comprend pas très bien, n'a pas eu d'informations sur la nature du contrat qu'elle a eu et que la compagnie, par exemple, ne donne pas ou la personne ne donne pas les services en sachant très bien que la personne n'a aucune idée évidemment, de ce qui normalement lui est dû, bien là, on tomberait évidemment dans tout ce qu'on appelle la question de l'exploitation financière. Et l'exemple que je vous donne là, c'est pas quelque chose de rare. C'est en fait, on l'a déjà vu. Là. Je vois une question ici. Si un employé demande à une personne confuse si elle a faim, que celle-ci répond non, car elle n'a pas compris la question, que cela dure des jours, manque de formation. Oui, bien ça c'est plusieurs enjeux. Est-ce que ça constitue l'exploitation? Encore là, je fais attention, non, peut-être pas nécessairement au sens de la charte. Évidemment, là, c'est là que c'est toute une question. Sinon, si on remet ça sur la question de la formation ou de la façon de comprendre une situation en particulier, c'est sûr que ça cause un préjudice. Quelqu'un qui n'est pas nourri, qui dit « j'ai pas faim », qui ne veut pas manger,
bien évidemment, ça doit être traité et adressé parce qu'on s'entend qu'à un moment donné, on doit manger. Évidemment, si volontairement, par exemple, on est fâché parce que vous, comme usager, je ne sais pas, vous avez eu un conflit où la personne ne vous aime pas et là décide délibérément de ne pas vous donner à manger, bien là, c'est une autre histoire. Vous comprenez? Il faut toujours faire un peu la part des choses selon le contexte. Deux choses que je vous rappelle, puis après ça, on pourra passer peut-être une période de questions plus exhaustive. Le recours à la commission, c'est ça, je vous l'ai dit tantôt, mais elle est basée sur deux choses, hein, c'est-à-dire sur deux choses, en fait, deux volets. On va prendre évidemment toute la question de la discrimination ou celle de l'exploitation. Donc, tout ce qui touche la discrimination, nous, à la Commission des droits de la personne, bien, si vous voulez faire une plainte, vous devez nous adresser une plainte signée, évidemment, si ça touche la discrimination. Juste vous rappeler que cette plainte-là, évidemment, vous pourriez vous faire accompagner, que ce soit par le comité d'usagers ou par le centre d'accompagnement aux plaintes. Là, c'est des choses qui seraient possibles. Si c'est le cas d'un cas d'exploitation, par exemple, juste vous rappeler, dans le cas plus particulier de l'exploitation, ben, si l'exploitation en soi inclut une personne vulnérable et qu'elle n'est pas en mesure de se défendre, ben, c'est tout à fait normal qu'il y ait un mécanisme qui est prévu dans la charte pour que l'on puisse dénoncer cette situation-là. C'est-à-dire que la personne là, qui n'est pas en mesure de se défendre, ben, c'est sûr qu'elle ne va pas nous signer une plainte. Mais ça se peut que quelqu'un de son entourage ou quelqu'un qui est concerné par la situation de cette personne-là puisse dénoncer la situation à la commission. Et ça, on reçoit ce genre de situation-là. Peut-être vous rappeler aussi, pour ceux qui ne le savent pas, et là, ça va, je fais attention, mais il y a eu des modifications, vous savez, visant à lutter contre la maltraitance, qui notamment va prévoir, et là, je ne sais pas si ça va être adopté ou pas, mais pour ceux qui ont peut-être au fait des modifications qui seront apportées à la loi 6.3, ça s'appelle le projet de loi 101. On prévoit notamment pour, c'est peut-être pas juste la question d'exploitation, mais les questions de maltraitance, est-ce que ça, on prévoit qu'il y a une dénonciation obligatoire en CHSLD, et c'est déjà prévu parce qu'on présume évidemment qu'une personne en CHSLD est probablement et presque assurément une personne d'emblée dite vulnérable. Donc, on pose la question, est-ce que la dénonciation est confidentielle? Oui, dans une certaine mesure, mais pas anonyme. C'est-à-dire, si vous dénoncez, ben, nous, il faut qu'on ait des faits qui nous permettent de croire qu'il y ait qui nous permettent de croire qu'il y a une situation d'exploitation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir nécessairement des dénonciations qui ne seraient pas fondées dans une certaine mesure. Si on dénonce, il faut être capable d'avoir un début de quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui va nous laisser croire qu'il y a eu, évidemment, une possible situation d'exploitation. Mais c'est clair, là, écoutez, je vous dirais, dans la plupart des cas, lorsque ça se passe à l'intérieur d'une famille, ça arrive souvent dans beaucoup de situations intrafamiliales. Ben, c'est sûr que les gens qui dénoncent, on s'entend, on ne veut pas nécessairement être pris dans la grosse chicane de famille et on pense que ça mérite l'intérêt de la commission. Ben, on va dénoncer et la dénonciation en soi va être confidentielle, mais c'est sûr qu'à un moment donné, si on a besoin du témoignage de la personne qui a dénoncé pour pouvoir faire la démonstration, ben là, c'est sûr qu'à un moment donné, écoutez, on va faire toujours le plus attention possible, mais c'est sûr des fois que ça pourrait être un peu plus touché, un peu plus sensible là, dans la façon dont on va procéder. Qu'est-ce que la commission peut faire dans le cadre d'une enquête, là, que ça soit d'ordre de discrimination ou d'exploitation? C'est une question, OK. Selon le contexte, on a des pouvoirs d'enquête. Les pouvoirs d'enquête, qu'est-ce que ça nous permet? Bien, ça nous permet des fois de faire la lumière dans certaines situations. Donc, qu'est-ce que ça fait, ces pouvoirs d'enquête-là? Bien, ça nous permet, dans le milieu hospitalier, bien, ça nous permet, au même titre qu'un commissaire, d'avoir accès
au dossier médical, par exemple, de la personne. Ça touche, évidemment, si c'est pertinent pour notre enquête. Si c'est un cas d'exploitation, des fois, d'avoir le dossier de la personne, ça nous permet d'établir justement sa vulnérabilité. C'est un cas d'exploitation financière, ça nous permet d'obtenir des relevés bancaires. C'est dans un cas de discrimination, ça nous permet à quelque part d'assigner et de questionner les gens qui auraient causé le préjudice. Donc, les gens, évidemment, ont légalement l'obligation de répondre aux questions de la commission en vertu de ses pouvoirs d'enquête. Si c'est un cas d'exploitation, évidemment, on peut collaborer avec certains partenaires pour mettre en place. On peut favoriser, dans le cadre du traitement d'une plainte, que ce soit en discrimination ou en exploitation, on peut toujours favoriser un règlement entre les parties. Et on essaie, puis là, je reviens sur une chose qui est bien importante. Lorsqu'on parle du recours à la commission, on est souvent en mode judiciaire. Ce qu'on veut, c'est aller devant les tribunaux, alors que l'esprit de la charte, là, ce n'est pas d'aller devant les tribunaux. Ce qu'on cherche lorsqu'on est en enquête ou l'objectif, en quelque sorte, de la charte, c'est de trouver une forme de réparation au préjudice que la personne a subi. Ce n'est pas d'aller systématiquement au tribunal. Et là, ça va être important de faire justement, j'y viendrai, la distinction entre la Commission des droits de la personne et le Tribunal des droits de la personne, qui sont deux entités différentes. Et notamment, là où j'en viens, c'est que la commission, au terme de son enquête, qu'est-ce qu'elle peut faire? Si elle estime que le dossier mérite à ce moment-là d'aller devant les tribunaux pour réclamer des dommages punitifs, moraux, matériels pour la victime, elle pourrait l'amener devant les tribunaux. Autrement aussi, avant, c'est ça qu'on veut peut-être favoriser un règlement et trouver des façons de régler le litige autrement que d'aller devant les tribunaux, ce qui est un peu l'esprit d'ailleurs de la charte aussi. Quand c'est des dossiers, des fois, peut-être plus de nature systémique, pour lesquels ce sont des situations qui se reproduisent et que c'est peut-être des politiques, des façons de faire qui sont ancrées ou qui sont reproduites dans le système, la commission, lorsqu'on en est témoin ou peut, à travers différentes situations qui lui sont rapportées, pourrait évidemment mettre en évidence ces situations-là et essayer évidemment d'interpeller le gouvernement pour l'amener à corriger des situations qui seraient justement dites de nature systémique. Certaines limites qui existent de notre côté, nos droits, évidemment, notre recours va se limiter aux possibles situations d'exploitation ou de discrimination. Et là, je fais attention, je parle du recours légal, c'est-à-dire nos pouvoirs d'enquête. Ça ne veut pas dire, quand il y a des situations qui touchent la question des droits fondamentaux, la commission peut intervenir autrement. Et là, quand je dis autrement, minimalement, moi, dans mon rôle, c'est-à-dire qu'on peut faire de la prévention, on peut essayer à quelque part de faire la promotion des droits et on peut intervenir à d'autres niveaux aussi pour dénoncer certaines situations. Mais on ne pourrait pas utiliser nos pouvoirs d'enquête, évidemment, autrement que dans des situations qui se rapporteraient à la discrimination ou l'exploitation. Évidemment, je parlais tantôt de négligence et maltraitance, ce n'est pas toujours l'exploitation. Les gens, des fois, nous sollicitent et si ça ne rentre pas dans le cadre légal de ce qu'est l'exploitation, ce n'est pas parce qu'on ne se sent pas concerné. C'est que les tribunaux ont cadré à travers la jurisprudence qu'est-ce qu'était l'exploitation au sens de la charte. On ne peut pas agir, évidemment, en cas d'exploitation, on ne peut pas agir contre le consentement d'une victime, sauf si le consentement, on sait qu'il est impossible à obtenir ou s'il est clairement vicié ou si vous me parlez d'une personne dont, évidemment, les facultés ne lui donnent pas la possibilité de consentir et qui visiblement est en train de subir un préjudice, ça pourrait nous justifier d'agir sans le consentement, mais on ne peut pas agir contre le consentement d'une personne. Ça serait contrevenir à ses droits fondamentaux et on a quand même le devoir, comme commission, de voir au respect des droits fondamentaux de cette personne-là. Dernière chose, je vous l'ai dit, je vous le répète, la CDPDJ, ce n'est pas un tribunal. Elle ne peut pas sanctionner ou ordonner des mesures correctives, mais elle peut introduire un recours au tribunal des droits de la personne, ce qui lui permettrait à ce moment-là d'obtenir une réparation pour les gens qui auraient subi un préjudice. Évidemment, qui portait plainte, évidemment, les groupes
les organisations, mais généralement, ce qu'on veut, c'est que les individus nous fassent part de leurs plaintes et peuvent être accompagnés. Ce n'est pas toujours facile de faire une plainte. C'est d'ailleurs un peu, ça revient un peu, vous avez une partie de ce rôle-là, mais il peut revenir aussi à des proches au centre d'accompagnement aux plaintes. Pour la question d'exploitation, comme je vous l'ai dit, si quelqu'un de concerné peut faire la dénonciation. Et évidemment, c'est ça que dans le cadre d'exploitation, on n'a pas besoin d'avoir une plainte écrite, ça va de soi. Je fais vite parce que je vois toujours le temps. Je vous laisse la dernière portion et je pourrais vous partager le PowerPoint, mais je vous enverrai aussi d'autres ressources. Je pense que ça va être plus intéressant pour vous à partir de ce moment-là. Et je vais revenir, évidemment, ici de mon côté. Et voilà. Et en fait, là où je vous invite, il nous reste du temps. Et moi, ce que j'aimerais faire avec vous, si vous avez des questions en lien avec la présentation des choses qu'on n'a pas abordées, bien, écoutez, c'est le temps ou jamais, puis ça va me faire plaisir, évidemment, de répondre du mieux possible avec vous. Là. Madame Tremblay. Oui, bonjour. C'est quelque chose de particulier qui est arrivé dans les moments de votation. On a des personnes qui se demandent pour qui voter, qui sont complètement perdues, qui arrivent à l'endroit, qui veulent voter, mais ils ne savent même pas pour qui. Et j'ai parlé avec la coordonnatrice qui me dit que tant que des personnes ne sont pas déclarées inaptes, elles peuvent voter, même si elles sont complètement perdues. Je trouve ça ordinaire, là, mais j'aimerais avoir votre opinion. Je ferai attention dans mon opinion parce qu'il y a deux choses, mais légalement, une personne qui est dite apte, et là, je comprends très bien votre préoccupation, et là, ce que vous essayez de mettre en évidence, c'est évidemment quelque chose qui ne fait pas une espèce de contradiction, c'est-à-dire, elle est apte, mais visiblement, elle ne comprend pas. Donc, mais il faut comprendre une chose, c'est les droits fondamentaux ont quand même la notion très, je peux dire, il faut les respecter au maximum. Et même la personne qui est déclarée inapte ne perd pas son droit de choisir. Évidemment, il devient un peu, des fois, elle a besoin d'accompagnement, il devient un peu limité, mais la personne inapte ne perd pas ses droits fondamentaux. Donc, la personne qui vous donnait cette information-là, elle avait raison. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en évidence? Bien, évidemment, là où ça deviendrait un peu bizarre, c'est que cette personne-là se fasse accompagner, se fasse dire où aller et quoi choisir. Ça ce n'est pas la même chose là, du tout. Là. Vous comprenez? Je pense que c'est là que ça serait un peu plus dangereux. Si jamais c'est le cas, évidemment, vous pouvez... c'est que la personne le choisisse, c'est que vous estimez qu'elle ne comprenne pas tous, elle a le droit de le faire. Mais que la personne soit influencée ou qu'on lui dise quoi faire, là, écoutez, ça, c'est autre chose. Puis évidemment, là, la question d'élection, c'est plus de juridiction fédérale. Là. Je pense que c'est Élections Canada. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le directeur général des élections. Ça serait peut-être plus de ce côté-là à s'adresser. Mais sur le principe même, oui, tant que la personne est apte, elle peut voter. Mais là, il y a des nuances, hein? Suivez-moi bien. Là. C'est spécial. Germain, j'ai eu une question de quelqu'un dernièrement à propos est-ce qu'on a le droit de refuser les services de quelqu'un qui n'a pas été vacciné? Je trouvais ça intéressant comme question. Ouf, écoute, tout ce qui touche la vaccination, en partant, est-ce qu'on a le droit de refuser des services qui nous sont offerts dans une certaine mesure? Oui. Écouter le refus de service, c'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut revenir. Puis ça va, c'est relié justement au droit à l'autodétermination, le droit de choisir. Donc, ça, c'est une chose. Évidemment, si c'est un service qui est essentiel pour votre vie, pour votre santé, et que vous le refusez et que c'est la seule façon que l'institution peut vous le fournir, c'est là qu'on tombe tous dans le débat. Et là, je vais faire attention. Puis c'est là qu'on va devoir mesurer, évidemment, la balance des droits. Et je fais attention parce que je ne veux pas m'aventurer et donner une réponse parce que c'est tellement du cas par cas. Dans ce cas ici, là, on pourrait se poser des questions. Une des questions qu'on pourrait se poser notamment, c'est
Ben, est-ce que la personne, OK, je n'ai pas le choix, je dois recevoir ce service-là, c'est la seule personne qui peut me le donner, mais est-ce que c'est, moi je dirais, est-ce que la personne, par exemple, elle aurait pu avoir été testée avant de venir me rencontrer? Est-ce que ça pourrait être une mesure qui pourrait respecter mes droits et celles de cette personne-là? C'est des questions qui se posent, hein? C'est des questions qui sont d'actualité et qui sont directement liées justement à la balance des droits dans la charte actuellement. Mais là, je fais attention parce qu'évidemment, il y a toute une section COVID auquel je pourrais vous référer sur le site web de la commission. Je vois la question de Mme Macquart, oui. Je ne suis pas d'accord avec vous car nous sommes obligés de continuer à travailler avec des personnes non vaccinées et qui donnent des services médicaux. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, la question, oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que j'ai le droit de refuser? Tu ne peux pas, car si l'infirmière va te donner le médicament et elle n'est pas vaccinée, tu ne peux pas dire non, car tu n'as pas que elle qu'elle va t'administrer le médicament. Oui, oui, ça. Je comprends. Juste faire attention aux nuances parce que là, je ne veux pas vous encourager puis son sein, mais c'est juste de dire que le droit de refuser des soins est quand même un droit qui. OK, moi, je suis une patiente et le médecin n'est pas vacciné. Et je n'ai pas le choix car le médecin n'est pas vacciné, mais je ne peux pas prendre. Je n'ai pas le choix de ne pas prendre mon service. Je voudrais mon service, mais il n'y a pas que cette personne qui va me donner le service. Alors, comment je suis libre? Non, mais je comprends très bien ce que vous mettez en évidence, c'est exactement ce que je disais. C'est juste la question de la balance des droits et par rapport à ce que l'institution peut donner dans le contexte actuel. C'est pour ça que je vous dis que je fais attention dans l'explication. Il y a ce qui est théoriquement possible et ce qui est au niveau pratique. Clairement, moi, j'ai le droit et j'ai la liberté. Mais actuellement, je n'ai pas le choix. Oui, encore une fois, là où je veux vous amener, c'est vraiment pas à dire, à prendre position, mais ce que ça met en évidence, et c'est là que je veux vous amener, c'est vraiment la question justement dans la balance des droits et dans le contexte très, très particulier de pandémie. Là, je veux dire, on recule de 3 ans en arrière, on ne se serait vraiment pas posé nécessairement. Oui, en général, oui, j'ai le droit de... Oui, mais maintenant, actuellement, on parle actuellement, quel est mon droit, quelle est mon liberté. Actuellement, non, je n'ai pas de liberté. Je dois accepter. Ben, si c'est un soin que vous voulez recevoir, ben oui, vous n'avez pas le choix, ça je vous dis. Vous avez toujours le droit de refuser ce soin-là, mais vous n'allez pas l'avoir autrement parce que c'est exactement ce que je disais, c'est que la personne à l'autre bout, ben, c'est la seule personne qui peut vous le donner. Donc là, si vous refusez, ben, vous vous privez du soin. Mais vous avez toujours le droit de vous priver du soin, mais à quelque part, c'est que vous devez l'accepter parce que c'est un service qui doit vous être rendu d'une certaine façon. Essentiel. Ben oui, c'est essentiel pour votre santé, ça, c'est à vous. Écoutez, je comprends très bien votre question et c'est. Peut-être pour la pousser un petit peu plus loin, François Caillé. François, M. Caillé, juste un instant, s'il vous plaît. Mme Dumont avait une question. D'abord, je vous invite pour respecter l'ordre des questions, là, à faire le lever de la main. On pourra passer à vous ensuite. Il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas. Ben, si ça ne vous dérange pas, on passerait à Mme Dumont si elle veut. Sinon, ça fait un petit bout. Mme Dumont. Bonjour. Moi, ce n'est pas par rapport à quelqu'un qui n'est pas vacciné, là. Moi, c'est que je travaille à Louis Hébert, un endroit où il y a des personnes handicapées visuelles. J'ai eu une plainte en disant que la personne est capable de faire ces choses, mais quand il y a un employé qui vient, il fouille dans ses tiroirs, et ainsi de suite, elle trouve que c'est comme un non-respect de ces choses. Est-ce qu'elle a le droit de faire une plainte sur ça, que les employés demandent avant de toucher ces choses dans les tiroirs ou quelque chose? Ben, écoutez, tout à fait. Je veux dire, c'est directement une atteinte aux droits fondamentaux, là, et vous venez de le dire, là, c'est la personne vraiment devrait demander la permission et devrait être autorisée à donner ce genre de... on doit respecter votre vie privée et
évidemment, c'est oui. Et si la personne le fait pour en plus s'approprier quelque chose, ben là, écoutez, d'une part, ça pourrait être de nature criminelle, là, ça pourrait constituer du vol, là, et ça peut être dénoncé. Parce qu'on voit beaucoup d'employés qui vont dans les chambres, puis que quand ils habillent les gens, ils prennent les affaires dans les bureaux, mais ils ne demandent pas toujours la permission à prendre les choses. Il y en a qui ne sont pas capables d'y aller, mais c'est parce que c'est ça, c'est de savoir si ça vaut vraiment la peine de débattre la chose. Ah ben oui, mais il faut le dénoncer. Là. Je veux dire, si on prend des choses, théoriquement, ça reste du vol. Là. On prend quelque chose sans votre consentement qui vous appartient. C'est pas. Non, mais je ne veux pas dire vol, là, mais qu'elle fouille dans un tiroir, elle a pas ça pareil, non, même si ce n'est pas un acquis que la personne s'en va avec. Là, Ben, si c'est un employé, d'autant plus, je vous inviterai à ce moment-là, minimalement, à appeler le commissaire. C'est des situations auxquelles ils sont habitués et qu'ils reçoivent là, régulièrement. Là. Bon, je fais attention, là, je ne suis pas commissaire, mais je suis en lien quand même avec eux. Et je n'aurais pas de misère à dire que ça reste quand même de leurs compétences. Là. Et éventuellement, si un employé fait ça avec une personne qui est dite vulnérable et qui ne comprend pas ce qui se passe pour prendre des choses, ben oui, ça pourrait à ce moment-là même tomber dans la question. Ça pourrait même constituer de l'exploitation au sens de la Charte des droits et libertés. Là. Non, mais la personne est handicapée visuelle, mais elle a toute sa tête quand même. Là, ben, c'est ça, mais qu'elle l'invite à ce moment-là, elle peut faire valoir ses droits, mais si elle ne veut pas, elle peut passer aussi par, évidemment, soit par le comité d'usagers ou par le commissaire loco-plainte. Mais je pense que si c'est jamais dit, évidemment, ça va se reproduire. Hein. La première des choses dans la défense des droits, il faut être capable d'initier un dialogue, il faut être capable de parler et de nommer, en fait, ce qui nous apparaît comme une atteinte à nos droits. Là. OK, merci. Monsieur Caillé. En somme, je revenais sur l'affaire des droits. On peut regarder présentement un centre hospitalier qui refuse des transplantations de poumons pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Ce qui m'intrigue et ce qui me fatigue un peu là-dedans, est-ce que tantôt, quelqu'un qui aura besoin d'opération pour un cœur et qui est fumeur pourra être refusé également? Alors, c'est des choses que je me demande au niveau de la charte, devrait peut-être discuter puis aborder. C'est sûr que ce n'est pas facile là, pour tout le monde, mais il y a des droits là-dedans au service, puis ils les ont pas. Alors, jusqu'où peut aller cette démarche-là éventuellement? Ça peut être dangereux. Je fais attention parce que là, on peut aller. Je vous le dis tout le temps, là, on est ici, on est en survol. Et ce que vous soulevez là, c'est des contextes d'atteinte aux droits où là, je pourrais vous parler soit du recours à la commission, mais dans ce cas-ci, c'est des atteintes aux droits fondamentaux. Et ça, la question des droits fondamentaux, ce n'est pas quelque chose. La commission a le mandat d'en faire la promotion, mais ce n'est pas. C'est quelque chose qui appartient à la société. Là. C'est tout le monde, en quelque part, et même vous, comme comité, vous avez la responsabilité de la promotion des droits fondamentaux. Pour revenir à votre question, c'est sûr que des fois, dans un certain contexte, ces institutions vont devoir faire des choix et les choix qu'ils ont à faire, théoriquement, doivent toujours se faire en vue de ne pas compromettre d'aucune façon les droits fondamentaux, évidemment, des personnes qui reçoivent des soins. Là. Et là, vous nous dites, écoute, à un moment donné, on va être obligé d'arriver peut-être devant certaines situations où on va devoir faire des choix. Écoutez, je pense que là, rendu là, ça sera, ça va être vraiment du cas par cas selon ce que le réseau est capable de donner et on ne veut pas en arriver là. Et ultimement, il y a des questions d'ordre éthique qui vont se poser à un autre niveau là, ou qui pourraient même d'ordre juridique et qui vont se poser devant un juge. Là. On ne peut pas trancher là aujourd'hui. Ce que vous mettez en évidence, c'est évidemment qu'à un moment donné, avec toute la pression sur le réseau, est-ce qu'on va en arriver à compromettre les droits fondamentaux des usagers? Écoutez, je ne souhaite pas, et personne ne souhaite de se rendre là. Et c'est ce qu'on ne veut pas, et c'est un peu la recherche à travers tout ça. Et moi, je fais attention, je comprends votre commentaire, mais je suis un peu mal à l'aise de me prononcer en vous disant de ce que vous mettez de l'avant, c'est une évidence là, qu'éventuellement, on peut se retrouver dans des situations où on va peut-être compromettre les droits fondamentaux et c'est ce qu'on ne veut pas là, dans le système. Là.
Donc, on a une question de M. Morvan. Oui, bonjour. Pour revenir sur la question dont vous venez de parler, ça relève de l'éthique médicale habituellement, ces choses-là. Alors, je ne pense pas qu'on ait à définir des critères là-dedans. Ma question, c'est le côté de l'exploitation financière. Est-ce qu'il existe un mécanisme où est-ce qu'il est possible d'en installer un dans les maisons pour les résidents, de façon à faire que la famille soit impliquée, c'est-à-dire qu'il y ait une formule quelconque que la famille signe de façon à éviter que des neveux ou des petits-neveux ou des cousins viennent jouer par en arrière pour chercher l'argent au premier du mois ou au deuxième du mois. Est-ce que cette chose-là existe déjà dans les centres et est-ce que ce ne serait pas bon que ça, si ça n'existe pas, que ça devienne une norme dans toutes les résidences de façon à ce que la famille soit partie prenante dans l'établissement de cette chose-là, à savoir qu'il n'y a pas d'argent qui sort de la famille du résident pendant qu'il est là, à moins que les responsables de la famille soient avisés. Ben, je vais prendre votre question à plusieurs niveaux. La première des choses, pour faire attention, c'est la question de l'agisme. C'est-à-dire, c'est de s'assurer que la personne a le droit de choisir. Et évidemment, ce n'est pas tout le monde qui veut qu'on se mêle de ses finances. Donc, là, mettre en place un mécanisme qui impliquerait la famille, il faut faire attention. C'est de présumer que la personne, parce qu'elle est âgée, elle n'aurait plus le choix de choisir. Il faut faire attention. Là, moi, la façon dont je prends votre question, c'est plus de dire, là, si on est avec une personne vulnérable, qui a peut-être plus de difficultés, par exemple, pour la gestion de ses avoirs, est-ce qu'on pourrait lui assurer une forme de sécurité pour s'assurer, évidemment, qu'on ne vienne pas profiter, là, notamment, là, vous parlez d'exploitation financière, c'est sûr qu'il existe des instruments légaux. Là, si vous prenez la procuration notariée générale, qui est un instrument légal, dans laquelle on peut mettre certaines dispositions de surveillance. Ça, c'est tout à fait possible et ça peut être fait. Et ça, c'est la personne qui doit évidemment l'octroyer. Autrement, si vous êtes avec une personne inapte, là, évidemment, c'est la question du curateur public qui peut nommer quelqu'un dans la famille ou un conseil de famille qui, lui, aura la responsabilité de voir à la gestion des finances. Évidemment, s'il y a quelqu'un qu'on pense qui est en train d'abuser ou quelqu'un proche de la famille, ce n'est pas cette personne-là qui va être nommée, là, on s'entend. Là. Dans le cas d'une personne vulnérable, c'est-à-dire une personne qui est apte à choisir pour elle-même, c'est sûr que c'est le mécanisme, là, c'est minimalement, c'est d'avoir de l'accompagnement d'une personne de la famille qui est fiable et qui pourra aider cette personne-là. Mais là, je veux vous amener, par exemple, qui est intéressant, qui répond peut-être un peu en partie à votre préoccupation. C'est toute la. Et là, ce n'est pas moi qui devrais en parler, là, vous pourriez faire avec le curateur public du Québec, mais les modifications législatives qui ont été apportées à la loi sur le curateur public vont être en vigueur, vont être adoptées, vont être en vigueur, je ne sais plus quand, mais probablement d'ici 1 an, vont permettre justement toutes les questions et toute la notion d'accompagnement. Donc, ça va vraiment aider beaucoup, beaucoup là, pour ce genre de situation-là. C'est-à-dire que la personne va pouvoir garder le droit de choisir, mais va pouvoir également avoir des mesures d'accompagnement pour justement éviter ce genre d'abus-là. Merci, Germain, pour ce rappel-là. On a eu un webinaire dernièrement avec le curateur public à ce sujet-là. C'est disponible sur notre site Internet. Je reste convaincu, en tout cas, je m'avancerai pas, mais je suis sûr qu'on vous a expliqué justement la question de la notion de la mesure d'accompagnement. Je peux ajouter autre chose encore, même ici aux établissements, si l'établissement voit qu'il y a un abus d'une personne de la famille à un client, elle peut appeler le curateur public et ils ont fait des investigations et protéger le client s'il est inapte. S'il est apte et il y a une personne légale pour le monsieur, ils doivent aviser la famille tout de suite, la personne responsable tout de suite. Oui. Il y a d'autres façons de protection. Oui, puis spécialement financement. Si la personne est vulnérable, elle n'est pas inapte, écoutez, je vous l'ai expliqué, mais le recours à la commission est possible aussi. Là. Vous pouvez dénoncer la situation à la commission.
Monsieur Morvan, là, je reviens à votre question, mais juste rapidement, si vous dites que c'est le neveu qui vient piger dans le compte tous les premiers du mois, puis la personne ne comprend pas et n'est pas en mesure de se défendre, ben oui, vous pourriez à ce moment-là aussi exercer un recours auprès, en fait, une dénonciation à la Commission des droits de la personne. Ben, merci. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions et puis on a déjà dépassé notre heure. Peut-être, oui, Mme Bargiel. Ben oui, ça fait un petit bout de temps que j'essayais. Bon, je suis là. J'ai une question, j'ai un complément d'information pour les gens qui votent. Quand c'est une personne vulnérable, une personne qui est, on comprend qu'elle est incapable de faire un choix. Au Québec, les personnes qui sont sous curatelle, mon fils est dans cette situation depuis 25 ans, donc je l'accompagne depuis ce temps-là. Ils n'ont pas le droit de voter parce que quand ils sont sous curatelle, c'est une privation acceptée de ces droits-là. Par contre, au fédéral, on reçoit une lettre chaque année pour nous dire qu'ils devraient aller voter comme n'importe quel citoyen. Ça fait que les deux plans de gouvernement ne s'entendent pas sur cette question. Alors, c'est la réponse un petit peu ambiguë que j'ai là-dessus. Mais c'est à vous que je voulais poser une question, M. Royer. Surtout la dernière année de pandémie, on a beaucoup entendu parler des gens qui se sentaient discriminés partout au Québec, que ce soit des Autochtones, les Asiatiques, les Noirs, les personnes trans, les gens de la rue. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de prise de position de la Commission par rapport à des personnes avec une déficience physique, intellectuelle, de l'autisme aussi. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de gens qui se rendent chez vous quand il s'agit de défendre les droits des personnes qui ont une déficience ou si c'est parce qu'on n'entend pas parler tout simplement comme on a beaucoup entendu parler cette année, que les aînés, par exemple, ont été privés de beaucoup de droits avec la pandémie. Peu de gens savent que les personnes avec une déficience intellectuelle ou de l'autisme qui vivaient dans des résidences ont été complètement coupés de leur famille pendant des mois. Et ça, ni le ministère, dans ses conférences de presse, n'a jamais fait allusion à ça, ni les journaux, ni personne. Les comités d'usagers représentant ces gens-là étaient les seuls à connaître cette situation-là, ont essayé de se trouver des alliés pour les appuyer et sont restés pas mal tout seuls. Ça l'a porté même à un point où, quand est arrivée la vaccination, on l'a vu comme un miracle possible pour nos gars et nos filles, mais on a appris qu'ils seraient vaccinés avec leur tranche d'âge. Donc, s'il y avait 35 ans, bien, ils seraient vaccinés pas mal loin dans l'échéancier. Alors qu'ils vivaient les mêmes conditions, strictement les mêmes conditions, les directives ministérielles en font état, les mêmes conditions que les aînés. Et que les aînés, on en entendait beaucoup parler, on trouvait ça triste et on avait de l'empathie. Mais est-ce que dans des situations comme ça, vous avez eu des gens qui se sont rendus à vous pour dire on constate qu'il y a de la discrimination pour des personnes avec une déficience? Je vais avoir une réponse plus large. Je fais attention dans ce que je dis parce qu'évidemment, je devrais aller investiguer. Je n'ai pas toute l'information, évidemment, de l'organisation pour laquelle je travaille. Mais concrètement, sur la question que vous soulevez, nous, on a interpellé, on était au fait et on a interpellé le gouvernement directement. Il y a des lettres qui ont été envoyées justement pour mettre en lumière les atteintes aux droits, justement, quant aux situations des personnes déficientes intellectuelles. Et on sait parce que c'est une clientèle généralement qui a peut-être un peu moins de voix, qui justement est de faire valoir ses droits de la même façon et pour laquelle, évidemment, on a quelque part une responsabilité sociale de dire, bien, écoutez, ils ont le droit à une voix et ils ont les mêmes droits que tout le monde. Et de ça, en fait, on l'a quand même souligné. Et je sais qu'il y a des lettres, concrètement, là, si vous posez la question, il y a des lettres qui ont été envoyées à quelques reprises là, à ce sujet-là. Là où vous soulevez une autre question aussi, c'est évidemment la question, bien là, vous avez dit d'emblée, bien là, les groupes ont dit on te discriminé. Bien, nous, la question des personnes vulnérables, elle est quand même au cœur de nos préoccupations, même de notre planification stratégique. Et quand que je parle de la question des droits fondamentaux, quand on parle de l'exploitation,
quand on parle de toute autre personne majeure ou quand on parle de personnes handicapées, entre parenthèses, entendez-nous, là, on parle vraiment, ça l'inclut évidemment la question de la déficience intellectuelle. Et je pourrais vous envoyer, là, si vous allez sur le tour sur notre site web, il y a quand même plusieurs interventions et plusieurs travaux mémoire qui ont été faits sur le sujet. N'empêche que votre intervention est super bonne parce que, comme je vous le dis, c'est des gens peut-être qu'on va faire attention. C'est des gens qui sont souvent représentés par des groupes, que ce soit des comités d'usagers ou des groupes de défense des droits. Mais le fait des fois d'être peut-être en mesure de moins de bien défendre ses droits, ça l'implique que quelqu'un doit le faire à notre place aussi. Et il faut, moi, je reviens au fait qu'il faut vraiment le mettre de l'avant. Et personnellement, je dirais, moi, c'est une de mes préoccupations, c'est un de mes dossiers qui me tient à cœur. Là. Donc, je sais, puis c'est pas quelque chose pour lequel il faut penser la commission est insensée d'aucune façon. Là, ça fait même partie de nos priorités là, au niveau de la commission. Et juste vous rappeler aussi là, toute la question de la loi visant à lutter contre la maltraitance, qui n'est pas juste à la commission, hein, qui est beaucoup plus large et qui implique plusieurs partenaires, bien, ça touche directement, évidemment, tout un volet qui toute personne majeure en situation de vulnérabilité. Et ça touche directement, là, en fait, justement, une personne qui peut être aux prises avec problème je dirais, avec une déficience intellectuelle ou quelqu'un qui pourrait avoir un problème de santé mentale, par exemple, aussi. Là. Merci. Monsieur Royer, ce sera la fin de la conférence. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin de votre part? Non, ben, merci beaucoup. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer. Évidemment, c'est toujours très court. Vous allez, dans le PowerPoint, avoir mes coordonnées. Je sais que vous avez beaucoup de questions, mais je vous invite toujours. On essaie, nous, sur notre site Web, de compléter. Il y a beaucoup de compléments d'informations. Il y a beaucoup de réponses aux questions que vous avez posées qui se retrouvent directement sur notre site Web. Autrement, des fois aussi, si vous souhaitez avoir une formation plus approfondie, aller plus loin, plus en détail sur certaines questions, évidemment, on donne et on offre des formations. Moi, je donne de la formation sur la question d'exploitation des personnes âgées, personnes handicapées. Si jamais on va aller plus en détail, ben, moi, vous pouvez me contacter. Puis il y a certaines conditions, mais ça serait possible, puis ça va me faire plaisir. Autrement, vous avez d'autres questions, évidemment, on reste disponible, on essaie du mieux que possible de répondre. On reçoit des milliers de questions, mais on essaie d'y répondre du mieux qu'on peut. Là. Merci encore Anne, pour l'invitation. Merci de votre présence. Et puis à tout le monde, vous avez reçu là, un lien pour vous donner votre appréciation. Je vous invite à le remplir en ligne. Et puis, à aller voir sur notre site Internet, on va mettre la vidéo, les liens. Et puis, regardez le prochain webinaire aussi, 1er décembre, Office des personnes handicapées. Sur ce, je vous souhaite un bel après-midi et une bonne semaine des droits. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bye-bye. Merci. Bye bye. Merci.